Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir, lutte contre le terrorisme, changement anticonstitutionnel de gouvernement, précarité, trois problématiques centrales au cœur du double sommet extraordinaire de l'Union africaine et bien sûr, diagnostic posé par le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, environ 113 millions de personnes en attente d'assistance d'urgence et on précise ici que dans ces 113 000 millions de personnes, 48 millions de personnes sont des demandeurs d'asile et de réfugiés. Que doivent attendre les Africains de ce double sommet extraordinaire des chefs d'État? Les urgences placées sur la table des débats trahissent-elles un réveil de la part de ces chefs d'État? Lutte contre le terrorisme, changement anticonstitutionnel, quelles nouvelles approches stratégiques pour pouvoir justement anéantir ces différentes grandes graines. Un autre sujet à l'ordre du jour, mesdames, messieurs, c'est cette sortie qualifiée d'audacieuse par certains analystes politiques de la part de l'imam Mahmoud Dicko. Selon ce dernier, l'orgueil de la communauté internationale, mais également l'arrogance des dirigeants en place au Mali sont la principale cause de la situation qui prévaut au Mali. Il pointe également un doigt accusateur sur la classe politique locale, mais également la société civile. Comment expliquer cette sortie de l'imam Mahmoud Dicko? Est-ce un désir de changement ou alors se cache derrière cette sortie des raisons coupables? Mahmoud Dicko est-il la nouvelle idole de la France-Afrique pour déstabiliser, bien sûr, la transition malienne, comme le pensent ou bien comme l'affirment certains analystes politiques? Pour en parler, des experts de haut vol. Monsieur Samuel Yombi, bonsoir. Bonsoir, mon cher Céleste Capen, et bonsoir à mon co-panéliste. Bonsoir aussi également à tous ceux qui sont sur Zoom. Après un temps passé très difficilement, grâce à la fièvre qui m'a secoué, je suis revenu. Je viens ici encore dire un grand bonsoir à toute la jeunesse panafricaine qui nous écoute cet après-midi, ce soir, pour leur dire nous sommes au tournant de cette histoire, de notre combat que nous avions tous commencé par certains de nos aïeux. Aujourd'hui, il y a une décennie que nous avions pris le bâton du pèlerin et vous êtes aujourd'hui scotchés tout ensemble. Nous sommes face au résultat qui titube et que nous devions tout simplement être déterminés pour qu'enfin nous sortons de ce tunnel. Et un grand bonsoir encore à tous les techniciens et au PDG d'Afrique Média. Bonsoir encore, ma chère Céleste Capen. Et c'est un plaisir de vous revoir sur les antennes de la télévision panafricaine. Nous osons croire justement que l'état de santé au beau fixe, déjà cela est assez visible par les téléspectateurs. Merci une fois de plus pour votre disponibilité. Merci encore, ma chère Céleste Capen. Comme Dieu l'a voulu, et la jeunesse a prié pour moi, les panafricains, et enfin je suis là et nous allons continuer le combat. Alors, un autre invité dans le cadre de ce programme, Monsieur André Christelle Fanga, bonsoir. Bonsoir Céleste Capen, bonsoir mon ami, merci de partager le plateau avec nous, malgré la convalescence. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde entier. Nous sommes là justement encore pour partager le savoir, les informations, ce que nous recueillons un peu partout dans le monde, ce que les Africains, ce que le peuple noir pense et ce que même les Européens pensent. Parce que nous ne sommes pas dans la pensée unique, nous sommes dans la pensée universelle, nous sommes dans la pensée où on peut apporter notre pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Et c'est pour ça que nous nous décarcassons tous les soirs, tous les matins, pour être dans votre studio, pour justement distiller ces connaissances-là, ces informations-là, et donner aussi un peu notre point de vue. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance, mais nous essayons de distiller le point de vue de des millions et des milliards même de personnes qui pensent comme nous dans le monde. Merci pour l'invitation. Merci également d'être là. Alors, un autre invité dans le cadre de ce programme, c'est Madame Linda Labahui en multiplex. Bonsoir.
Bonsoir à vous, bonsoir au plateau et à tous les panafricanistes qui sont avec nous ce soir, à Monsieur Luc Michel également, et j'ai cru voir quelqu'un d'autre aussi sur Zoom, donc bonsoir aussi. Analyste politique, tout comme Monsieur André Christelle Fanga et Monsieur Samia Youmbi, et précisons aussi que vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Un autre invité dans le cadre de ce programme, Monsieur Issa Diawara, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Ok, bonsoir à vous, bonsoir à Luc Michel, bonsoir au plateau. Propre rétablissement au grand frère Samuel Yumbi Djenedor. Donc bonsoir à tous les panafricains, bonsoir au Cameroun, bonsoir vraiment à toute l'Afrique. Merci. Merci d'être là ce soir. Vous êtes activiste panafricaniste. Notre invité, Monsieur Luc Michel, géopoliticien, bonsoir. Bonsoir Céleste, bonsoir au plateau et bonsoir à Linda Diawara sur le Zoom. Je suis aussi un spécialiste de la Guinée équatoriale et je dirige en particulier la Web TV Équatoriale Guinea TV. Cette précision, Monsieur Luc Michel. Alors, Monsieur André Christelle Fanga, depuis le 25 mai dernier, Malabo, la ville du moins Malabo, abrite un double sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine. 3 problématiques centrales au cœur des débats: précarité, lutte contre le terrorisme, sans oublier changement anticonstitutionnel de gouvernement. Touchant un tout petit peu la question, bien la problématique de la précarité, un diagnostic a été posé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, lors de son discours introductif. Il a souligné qu'environ 113 millions de personnes sont en attente d'assistance d'urgence, et dans ces 113 millions de personnes, 48 millions de personnes sont des demandeurs d'asile, mais également des réfugiés. Comment l'expliquer, Monsieur André Christelle Fanga? Alors, c'est simple à comprendre. Nous avons hérité de la colonisation. Nous avons hérité de l'administration coloniale. Nous avons hérité de tout ce qui vient du colonisateur. Et le colonisateur ne nous a rien laissé de bon. L'école ne nous a pas donné une bonne école. Une bonne stratégie économique, il ne nous a pas laissé. Rien de tout ça, il nous a laissé. Et c'est le même fonctionnement qui continue jusqu'à aujourd'hui, madame. On continue à dire à nos enfants que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. On continue à dire que non, les physiciens, les grands physiciens, les grands mathématiciens sont les Grecs. On continue à faire les mêmes choses, répéter les mêmes leçons, apprises selon l'agenda colonial. On continue à le faire. Pourquoi ne pas parler de précarité? Quand on est précaire dans notre intelligence, notre intelligence est déjà caricaturée, est déjà cloîtrée dans une logique, dans un fonctionnement occidentalisé. Ce n'est que normal qu'on puisse regarder que le développement c'est en Europe et l'enfer c'est en Afrique. C'est normal qu'on puisse regarder que non, la meilleure des vies c'est en Europe, la mauvaise des vies c'est en Afrique. Comment parlons vrai. On parle de précarité, n'est-ce pas? Prenons un cas d'un pays dans notre Afrique de la précarité, le Niger. Il y a une société au Niger qu'on appelle Orano, ancien Areva, qui exploite les mines, qui exploite l'uranium. Et cet uranium nourrit les centrales nucléaires de la France et permet que la France soit éclairée à 40%. Et la France est vendeur, premier producteur vendeur de l'uranium, ou bien deuxième, quelque chose comme ça, dans le monde. Il n'y a aucun site d'exploitation de l'uranium en France. Il n'y a rien. Mais le Niger, coupé dans la pauvreté, c'est-à-dire dans la précarité. Ce que le Niger, on a appris aux gars du Niger, c'est de faire le toc-toc-toc. Vous connaissez ce qu'on appelle le toc-toc-toc, non? Vous les voyez dans tous les quartiers. C'est-à-dire, la fonction du jeune gars du Niger, c'est faire de la cordonnerie ambulante. C'est là où on l'a réduit. Donc, il ne peut que faire ça. La femme,
ne peuvent que porter des calebasses ou bien des paniers avec des produits traditionnels et se balader dans toute la rue ou bien dans toutes les villes, dans tous les villages. C'est comme ça qu'on nous a appris et on reste là. Alors qu'il y a un pays qui nous exploite allègrement tous les jours, qui exploite le Niger, qui dépose les produits radioactifs en plein air. Mais on nous dit que non, notre Afrique est la précarité. C'est ça la précarité de notre Afrique. Donc, il n'y a aucun chef d'État qui peut dire, ok, le contrat, parce que la Commission de l'Union africaine peut s'asseoir et prendre une décision, ok, monsieur, au Niger, Orano ne pourra plus exploiter ou bien porter tout l'uranium et aller le transformer en France. Vous montez des centrales nucléaires au Niger. Dès que vous mettez ça, la précarité finit au Niger. Et vous savez combien le Niger prend ce qu'on paye au Niger pour l'exploitation de son uranium? Même pas les 10%. Même pas les 5%. C'est les 0,002%. Vous parlez de précarité. Quelle précarité? On est un territoire tellement riche. Le bassin du Congo seul peut produire. Vous connaissez le barrage Inga, n'est-ce pas? Inga 1, Inga 2. C'est-à-dire la capacité de production électrique de Inga, du barrage de Inga, peut électrifier toute l'Afrique et revendre l'électricité au monde. Mais nous croupissons dans le noir, n'est-ce pas? On parle de précarité. On vit encore avec la lampe tempête, n'est-ce pas? Vous parlez de précarité dans une Afrique qui est capable, qui détient 60% des réserves mondiales de minerais, qui détient au 40% de la régulation de l'écosystème de la plus grande forêt, de l'une des plus grandes bassins de réserve de l'écologie mondiale, c'est-à-dire le bassin du Congo, après l'Amazonie. Vous parlez de précarité dans un continent qui a tout le potentiel, qui a tous les éléments pour se développer, mais que ceux qui viennent dire au devant de la scène que non, la précarité est montée, c'est eux qui dirigent nos États. C'est eux qui dirigent nos pays. C'est eux qui sont là. Mais l'Union africaine elle-même qui vient parler de précarité vit dans la précarité. Parce que l'Union africaine est financée à 60% par l'Union européenne. Donc si l'Union européenne ne finance pas l'Union africaine, elle va faire quoi? Rien du tout. Donc c'est une institution qui vit avec la main tendue. Donc s'il faut parler de précarité dans notre continent, c'est nos dirigeants d'abord qui sont précaires dans leur cerveau. C'est eux qui sont précaires dans leur prise de décision. Parce qu'il suffit juste d'une décision. Vous avez décidé de mettre les élections au marché, la zone de libre-échange, non? Elle est où aujourd'hui? Elle fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne? Elle ne fonctionne pas. Mais vous demandez aux gens, vous dites aux gens, on vit dans la précarité, alors que c'est vous qui avez les décisions à prendre. Non, soyons sérieux. Nous pensons qu'aujourd'hui, les changements que nous devons avoir sont les changements radicaux. Ces changements radicaux, ça commence d'abord par notre éducation. Ça commence d'abord par nos dirigeants, deuxièmement par nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, ceux qui implémentent ces programmes. Parce que si nous ne changeons pas toutes ces choses-là, nous allons continuer à mettre des thèmes comme celui-là au devant de la scène. Précarité. Quelqu'un qui est extrêmement riche, un pays qui est extrêmement riche. Nous vivons où il y a de l'or, il y a du bois, il y a de l'eau, il y a tout. Vous savez qu'il y a des pays ici dans le monde qui n'ont pas de l'eau. Mais l'Afrique a de l'eau. Nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions sortir de la précarité. Mais pourquoi nous ne sortons pas? Je crois que si on a mis cette thématique au cœur des débats au niveau de ce sommet, de ce extraordinaire, ça veut dire qu'il y a un double sommet. Ça veut dire qu'il y a un problème triade. Et quand vous parlez de 100 millions de personnes qui sont là en train d'attendre, qui veulent l'asile ou bien qui veulent de l'aide, mais est-ce qu'on les a trouvé du travail? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on règle ce problème de l'emploi. Et comment régler le problème de l'emploi? C'est de créer des emplois, c'est de créer des entreprises, c'est de créer l'industrialisation de l'Afrique. Qu'est-ce qui dépasse l'Africain de faire des industries? C'est nos États. Malabo, vous savez pourquoi Malabo accueille le sommet? Parce que Malabo est construit. Malabo a des infrastructures qui permettent à ces États africains d'être à l'aise, de vivre comme s'ils vivaient en Europe ou bien faisaient dans une... Parce qu'il y a des hôtels, il y a des routes, il y a des maisons, il y a tout ce qu'il faut pour que les autorités africaines puissent être à l'aise à Malabo. Et la vision d'un homme, Obiangema construit son pays avec l'argent du pétrole. Pourquoi nous? Il y a des pays qui ont du pétrole, qui ont du gaz, qui ont les mines, qui ont tout ce qu'il faut pour construire leurs États. Pourquoi on ne construit pas? Mais on parle de chômage, on parle de précarité, alors que c'est les mêmes gens qui sont dans ces sommets-là qui soutiennent
justement ces gens dans leur état. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que nous sortons de notre précarité intellectuelle, de notre précarité politique, de notre précarité démocratique, de notre précarité qui n'a rien à voir avec la réalité de nos États, alors que nous sommes des États extrêmement puissants et riches. Alors, Monsieur Samuel Youmbi, la question de la lutte contre le terrorisme refait surface. Et pour le président, pour le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, paix et sécurité, il a souligné que le Sahel est le foyer d'où le terrorisme se répand. Quelle est votre grille de lecture, Monsieur Samuel Youmbi? Merci encore, Madame Célestin. C'est une logique aujourd'hui qu'on vient poser le problème dans ce double sommet extraordinaire à Malabo sur le terrorisme. Le terrorisme s'est appelé aujourd'hui devant les portes du Sahel et les portes du grand continent africain par procuration, nous devons le dire, et qui devient aujourd'hui un très grand défi que l'Afrique est face à cette réalité, de savoir que nous n'avions pas vu venir le terrorisme, mais le terrorisme s'est imposé devant nous. Et ce pays, de tous les pays africains, nous devions prendre les taureaux par les cornes. Ça veut dire, aujourd'hui, quand on vient poser ce problème dans ce double sommet, ça veut dire et les pays africains sont en train de voir déjà la recrudescence de ce terrorisme qui va faire un effet à court et à moyen et à long terme qui va faire un impact sur le développement et la stabilité en Afrique. Mais nous avons quelque part aussi la responsabilité, nous, pays africains, dont nos chefs d'État, de savoir qu'aussitôt quand nous sommes élus en tant que chefs d'État, nous sommes interpellés pour ces chefs d'État de préparer une armée solide, forte pour protéger les institutions, protéger les populations et leurs biens, et quelque part préparer ces forces de défense qui vont être prêts à tout moment pour parer la route à tous ces individus qui sont ceux-là qui viennent souvent par procuration. Parce que nous venons quelque part de fêter les 50 années, les 50 années de la fête de l'unité nationale au Cameroun, qui était sur le thème force de défense et de sécurité au service du peuple. Donc, ce qui veut dire, si le chef d'État camerounais a pris ce bel exemple pour montrer à tous ses pairs d'Afrique, pour montrer comment la force de défense et de sécurité doit être au service du peuple et que le peuple aussi doit être ensemble avec la force de défense, ça veut dire le problème du terrorisme, nous pouvons le juguler de nous-mêmes, pays africains. Nous n'allons pas tout le temps venir poser le problème auprès des pays amis, comme dans ce double sommet pour parler du terrorisme, quand nous-mêmes nous devions d'abord nous préparer à nous protéger, afin de pouvoir éventuellement demander un partenariat avec certains pays puissants qui peuvent nous apporter la logistique que nous avons besoin. Mais c'est nous-mêmes tout d'abord. Ce n'est pas un problème du terrorisme que nous devions afficher devant les pays donateurs pour demander à certains pays et donateurs, nous avions besoin de ceci ou de cela. Non. Aujourd'hui, le terrorisme est un fait réel. Le terrorisme est là tout simplement pour anéantir le développement et l'émergence des pays africains. Le terrorisme est en Afrique par procuration. Nous devons le savoir tous. Mais à qui de prendre la responsabilité? C'est nos chefs d'État qui doivent assumer cette responsabilité en donnant la convergence avec les peuples qui ont le droit de contribuer un jour de gagner plus d'espace. Nous voyons que dans ce sommet-là, il y a les donateurs européens qui sont là, qui sont prêts tout simplement à dire, nous allons mettre la main à la poche. Ce n'est plus notre place aujourd'hui. Ce n'est plus la place de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique n'a plus ce rôle d'attendre encore des donateurs de ces pays européens pour qu'ils puissent nous apporter encore leur contribution pour notre propre protection. Il est inadmissible encore en ce début du 21e siècle. C'est nous qui devions prendre la responsabilité. Nous avions vu le secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui est arrivé dans sa tournée en Afrique
parler que de la bonne gouvernance, ne pas parler de la sécurité. Alors, ça veut dire, c'est nous les Africains qui vont prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir nous dire, si demain il y a insécurité, il n'y a pas de développement. Si demain il y a insécurité, il n'y a pas justice. Si demain il y a insécurité, il n'y a pas paix. Et si nous n'avions pas la paix, nous n'avions pas la justice, nous n'avions pas la bonne gouvernance, ça veut dire qu'à cause du terrorisme, nous sommes voués tous à l'échec. Donc aujourd'hui, quand on vient parler du terrorisme, c'est une très bonne chose et c'est sa place aujourd'hui dans ce double sommet pour prendre quelque part à témoin et que ces chefs d'État prennent leurs responsabilités enfin face à la détermination des peuples, face à la détermination de cette jeunesse panafricaine qui est prête à en découdre avec tous les pays amis et de l'extérieur, en particulier la France, qui a toujours son précaré partout dans les 14 pays africains, dont la jeunesse prend pour bouc émissaire la France, mais par contre, c'est nos chefs d'État à eux aussi de pouvoir donner la légitimation aux constitutions africaines et aux peuples africains de pouvoir apporter et grâce à leur dévolu dans le plan Marshall pour la sécurité et le développement de chaque pays africain, c'est à nous maintenant ce regard que la jeunesse a vers les peuples africains, vers les chefs d'État africains, que nous devions tous leur demander aujourd'hui. C'est bien beau de parler du terrorisme, mais que faites-vous alors comme décision radicale, comme nous avions vu ce qui s'est passé au Cameroun, comment le Cameroun a pu d'un bras de fer mettre sur pied une armée professionnelle, une armée républicaine qui est sur tous les fronts. Elle n'a pas eu à attendre vouloir aller se vanter auprès de la CEMAC, auprès des institutions étrangères et internationales pour dire comme quoi voici que je suis attaqué. Donc nous devons nous préparer afin de prendre le problème du terrorisme et la rendre globale sur tous les fronts, mais cette responsabilité dépend aujourd'hui de la bonne vigilance de nos chefs d'État, et ça c'est une bonne prise de conscience que ces chefs d'État ont posé ce problème, qu'au niveau de l'Union africaine aujourd'hui, ça devient un sujet qui n'est plus à la recul, qui est aujourd'hui dans la projection, dans le plan triennal, dans le plan 2063, dont l'Afrique voudrait bien se retrouver dans cette émergence et qu'il faudrait que le terrorisme aussi soit dans ce même plan et peut-être à court et à long terme et à court terme que nous soyons sortis de ce terrorisme, sachant bien que nous connaissons déjà qui sont les promoteurs du terrorisme. Nous devions tout simplement mettre sur pied nos armées professionnelles plus actifs sur le terrain avec certains pays amis pour pouvoir éradiquer ce terrorisme, donner la possibilité maintenant à une stabilité pour que le développement suive et que les jeunes puissent enfin se concentrer enfin sur leur émergence et quelque part en respectant, sur le deuxième point que vous allez venir après, sur les constitutions qu'on nous dit aujourd'hui qu'elles sont qu'il y a anticonstitutionnelles. Tout ça c'est dû à quoi? C'est dû à un effet. L'effet du terrorisme, c'est ça qui est dû à ce débat anticonstitutionnel. Nous allons y arriver sur le deuxième point, mais pour le moment, nous pensons que nos chefs d'État africains ont pris les taureaux par les cornes, ils ont posé les problèmes aujourd'hui et qui interpellent directement ce promoteur du terrorisme en Afrique de leur dire, nous disons acte aujourd'hui parce que nous devons prendre aussi nos responsabilités et ces responsabilités, c'est de professionnaliser l'armée de chaque pays qui doit être celle-là garant de la stabilité constitutionnelle, garant de la sécurité des personnes et des biens et garant de leurs frontières pour enfin, tous ensemble, c'est ce que nous attendons toujours, pouvoir mettre hors d'état de nuire ce terrorisme. Merci pour ce premier jet d'intervention, M. Samuel Yumbi. Alors, Mme Linda Labaoui, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a présenté les premiers instruments normatifs mais également opérationnels mis en place. Et concernant le plan normatif, il a évoqué la convention de Kampala en 2009 ainsi que sa déclaration. La déclaration est relative. Alors quel bilan peut-on dresser concernant l'application de ces textes en fait face aux différentes gangrènes qui ont été présentées à ce double sommet de l'Union africaine?
Avant de vous répondre, je vais vous donner une information capitale. Hier, il y a eu une réunion de l'OTAN et les sujets qui ont été abordés, c'était le Mali et la Libye. Donc là, il va falloir faire très attention. Il y a quelques mois, il y a 3-4 mois à peu près, j'en avais parlé sur Afrique Média et j'avais envoyé le rapport que j'avais reçu et qui est publié, on peut le retrouver sur Internet. Le titre, c'est « Plus d'OTAN, D''O-T-A-N, et moins d'ONU, l'ONU, donc moins de casques bleus. » Et il s'avère que le 30 juin de cette année, il va y avoir un sommet où les îles Canaries vont faire partie de l'OTAN. Donc ce que j'avais dit, et auparavant il était question soit de Ceuta et Melilla, maintenant non, la décision est prise, ça va être les îles Canaries. Donc les Français sortent, les Américains reviennent. C'est le Mali qui est ciblé. C'est le Mali qui est ciblé, je n'arrête pas de le dire. Et j'avais parlé cette semaine de beaucoup de choses. Il y a un mois aussi, j'ai dit le terrorisme va revenir en force. Et ça, je l'ai pas deviné, j'ai des données, je fais des briefings avec des amis, nous sommes tout un groupe, tout ça. J'ai même des amis qui étaient dans l'armée algérienne, qui ont fait 25 ans le Sahel. Donc j'ai véritablement des données par des journalistes aussi spécialisés. Donc le but de tout ça, c'est le Mali. Et le Mali, il faut pas qu'il s'affranchisse. Si la France sort, il va y avoir autre chose derrière. On veut de tout sauf la Russie. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que il y a quand même des Africains qui bougent. Je reviens à Monsieur Faki, si je peux l'appeler Faki. L'année dernière, il a eu tous les youtubeurs algériens, facebookers sur le dos. Cet homme-là, qui est-il? Qui lui a payé ses études? Cet homme-là, c'est le Mossad qui lui a payé ses études quand il était au Gabon. Donc, il ne peut pas servir les intérêts africains. Il y a des sujets, voilà, nos amis viennent d'aborder des sujets qui sont beaucoup plus importants. Hein? Non, on va mettre le doigt sur des choses que c'est pas du concret. Pourquoi parlons du terrorisme? Pourquoi ne pas parler des gens qui financent le terrorisme, par exemple? C'est ça les sujets. Moi, c'est pas la forme qui m'intéresse, c'est le fond des choses. Tant que nous avons des gens comme Moussa Faki qui s'est fait payer ses études au Gabon par le Mossad, tant que nous avons un Mohamed Idriss Déby au pouvoir qui a été mis par la CIA et il a ouvert un bureau au Pentagone, tant que nous avons ces gens-là, on ne peut pas avancer, c'est pas possible parce que moi je vais faire un travail, l'autre derrière il va boycotter. Il n'y a pas de résultat puisque les gens qui ont été là jusqu'à présent n'ont pas travaillé un agenda africain. Ils ont pas été mis par des Africains. Même les salopards qui étaient en Algérie à partir de 2015, quand ils ont spolié le frère de Bouteflika, il a spolié le pouvoir à son frère qui était malade sur chaise roulante, il n'a pas travaillé l'agenda algérien. Et c'est pour ça que nous sommes sortis et c'est pour ça que nous sommes en train de faire le nettoyage, parce que c'est pas fini chez nous, hein. Il y a un grand coup de balai qui a été fait, mais il reste des petites gens. Voilà. Mais le plus gros, il y a 2 gouvernements en prison. Il y a 36 généraux qui sont en prison. Donc c'est ça le nettoyage qu'il faut faire. Sans violence. Sans violence. On n'est pas parti dans la violence comme en 88. C'est avec de la diplomatie en découvrant les gens. Quand quelqu'un vient, il nous fait il parle et dès qu'il nous fasse une proposition, quelles sont les propositions que peuvent nous faire ces chefs d'État? Il n'y en a aucun qui a la solution. Parce qu'il n'est pas, la majorité, 80% ne sont pas souverains. 80%, il faut qu'ils téléphonent pour avoir des réponses. Il y a une semaine, il y a un sommet contre le terrorisme, soi-disant, qui s'est fait au Maroc, alors que le Maroc lui-même n'est pas souverain, il est sous protectorat jusqu'en 2056. Et le Maroc n'est pas un pays sahélien. Donc, tant que ces gens-là travaillent dans les coulisses pour nous activer des cellules dormantes, comme la Colonna qui vient d'arriver, qui a passé une partie de sa vie aux États-Unis. Donc, notre problème,
c'est les gens qui sont là et qui ont des postes clés comme Moussa Faki. Vous revenez sur les vidéos YouTube qui ont été faites par les Algériens dénonçant tout ça, sur Facebook, parce qu'on en a eu vraiment après lui, parce qu'il a commencé à faire des choses pas bien du tout, mais pas bien du tout. Et on l'a stoppé. Maintenant, s'il va avoir encore le président algérien sur le dos et le ministre algérien, il va les avoir. Quelles sont les propositions qui nous apportent ces choses-là? C'est ça les questions qu'il faut qu'on se pose et qu'il faut qu'on leur pose aussi. Pourquoi M. Faki s'est fait payer ses études par le Mossad? Est-ce qu'il peut me répondre à moi? C'est moi qui le dis, je suis responsable de ce que je dis. Est-ce qu'il peut me dire pourquoi le Mossad lui a... Ce n'est pas l'État d'Israël qui lui a payé ses études, c'est le Mossad. En quel honneur un service secret lui paye ses études? Et aujourd'hui, bien, il nous parle du terrorisme. Mais son pays lui-même, son pays, hein, il fabrique des terroristes. Pourquoi le Tchad nous fabrique des terroristes? Pourquoi le Tchad, il laisse couler le sang de ses enfants comme ça? Pour quelle raison? Pourquoi le Tchad expatrie ses enfants à 5 000 $ par mois pour aller en Ukraine ou pour aller ailleurs? Pour quelle raison? Est-ce que Moussa Faki peut nous répondre puisqu'il est le premier concerné là? Il est tchadien. Ça me révolte de voir des enfants encore africains en train de mourir. Et il y a des imbéciles qui sont payés par le Mossad et par la DGSE et par la CIA. Hein, et puis les gens ignorent. C'est pour ça que je parle. J'ai hésité longtemps avant de faire partie de l'équipe d'Afrique Média et franchement, je suis fière de ce que je fais. Parce que moi, je peux apporter des renseignements que les autres n'ont peut-être pas. Voilà. C'est un article qui sort il y a 3-4 mois pour ramener plus pour ramener l'OTAN au Mali. L'OTAN, qu'est-ce qu'ils viennent faire au Mali? Et aujourd'hui, on est en train d'activer plein de cellules terroristes, on est en train d'activer plein de choses, on est en train de nous ramener l'OTAN en Afrique. Et Moussa Faki, il me parle de précarité, mais qui fait la précarité si c'est pas l'OTAN? Pourquoi ils s'opposeraient pas à ça, par exemple? Pourquoi ils viennent parler de précarité alors que c'est les Américains et les Français qui sont en train de tout manger? Et les Anglais derrière. Ces gens-là, il faut qu'on les mette face à leurs responsabilités ou bien, s'ils sont pas capables de faire le travail qu'on leur demande, ben, qu'ils partent parce qu'ils sont payés avec notre argent, avec mon argent entre autres. C'est l'Union africaine qui est là. Moi, mon pays cotise. Et il cotise avec l'argent du contribuable. Je finis avec ça. Voilà. Merci, Madame Linda Labaoui, pour ce premier jet d'intervention assez... un décryptage on va le dire, assez complet, on préfère le dire ainsi. Oh, et Monsieur André Christelle Fanga, qui mourrait d'envie de dire un mot, oui, avant qu'on ne poursuive. Bien sûr, je peux comprendre toute la colère et toute cette déclaration de Madame Labaoui. Parce que c'est incroyable que on est encore sur des problèmes de changement anticonstitutionnel, précarité, terrorisme, alors que les vrais problèmes sont là. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de la colonisation. C'est pour ça que j'ai commencé à parler des choses qui nous énervent. Parce que vous ne pouvez pas parler aujourd'hui. Le Mali va être abandonné à lui-même. Si ce n'est pas vous, à Afrique Média, qui soutenez avec vos panélistes et les différents leaders, qui continuent à soutenir le Mali, qui devait soutenir le Mali. L'Union africaine a dit quoi depuis que le Mali est sanctionné? Ça veut dire que les populations africaines peuvent vivre dans la précarité. C'est-à-dire l'Union africaine pouvait imposer, pouvait donner un ordre, parce que c'est l'institution supra-nation, n'est-ce pas? Autres associations au niveau des sous-régions, c'est-à-dire la CEDEAO peut recevoir les injonctions de l'Union africaine. Mais l'Union africaine n'a rien dit. L'Union africaine a continué à soutenir des barbouzes, à soutenir des gens qui continuent à mettre notre pays dans de mauvaises conditions. Je pense qu'aujourd'hui, cette colère-là, nous devons la comprendre et que nous tous, nous devons nous mettre sur le pied de guerre contre cette institution. D'ailleurs même, nous le disons tous, cette institution ne mérite plus notre continent. Ça, au XXIe siècle, on ne peut pas continuer à avoir une institution qui n'est que la pâle copie de l'Union européenne et qui n'attend que tout ce que l'Union européenne impose.
Vous avez vu des Blancs se pavaner au sommet, non? Soi-disant des donateurs. Des petits escrocs, des petits vauriens viennent se balader comme des pays donateurs. Comment est-ce que seuls, je vous prends l'exemple de 2 pays qui peuvent radicalement changer le destin de tous les Africains. 2 pays, le Niger et le Congo. Ces 2 pays sont des scandales. Je ne mets pas le Cameroun dessus. Si vous regardez ces 2 pays-là, mais c'est des scandales énormes en matière de gisement, en matière de richesse, en matière de tout. Nous sommes capables de faire des choses pour notre continent, sortir tout le continent, mais faisons le bilan. Ok, l'OTAN arrive, non? Faisons le bilan seulement de la MINUSCO au Congo. 30 ans d'existence. Est-ce que le Congo est en paix? Donc tout ce qu'ils mettent comme en débat ne résout pas les vrais problèmes de l'Africain. Et je crois que c'est dicté depuis l'Occident. Alors, il faut apporter une précision dans vos propos. Afrique Média, la rédaction d'Afrique Média va à la recherche, présente les faits, la rédaction fait des investigations et présente les faits afin que tous les panélistes, mais également tous les Africains, les experts, puissent donner leur point de vue. Il ne s'agit nullement d'un soutien à un pays ou à un autre, mais d'une analyse pointue, objective et claire de la réalité ou alors des faits qui se présentent sur l'ensemble du continent africain. Alors, Monsieur Luc Michel, pour le président Moussa Faki Mahamat, selon lui, changement anticonstitutionnel de gouvernement, une gangrène qui infecte toutes les régions du continent. Partagez-vous cet avis du président Moussa Faki Mahamat, Monsieur Luc Michel? Je dois évoquer les campagne de déstabilisation du sommet. Ce matin, l'ambassadeur équatorial à Paris est intervenu pour dénoncer une campagne de fake news et une campagne de déformation des faits. De quoi s'agit-il? Il s'agit de présenter le sommet comme un échec et de présenter le président Obiang-Nema Massogo comme isolé. La campagne est menée par un journaliste qui s'appelle Olivier Mathieu, qui est bien connu pour ses positions anti-Obiang. Elle est menée dans Jeune Afrique. Par exemple, on explique que, soi-disant, Macky Sall, président de l'Union africaine, parce qu'il ne soutient pas le sommet, n'aurait fait qu'une visite éclair à Malabo, alors qu'en réalité, il y a séjourné le plus longtemps de tous, 4 jours, du 26 à ce matin, où il est rentré dans son pays en raison du drame national qui a endeuillé la mort donc d'enfants sénégalais. La campagne est également relayée à partir de la Belgique par un site qui se présente comme camerounais, qui s'appelle Camer.be, qui est édité par une journaliste qui vit camerounaise et qui reprend toutes les désinformations des organisations de Georges Soros, qui est le vieux déstabilisateur et le vieil ennemi de la Guinée équatoriale. On lui doit l'organisation de 2 coups d'État en 2004 et 2017 et l'organisation en France du dossier des biens mal acquis contre le vice-président de Guinée équatoriale. La campagne de déstabilisation du sommet, elle prend place dans une campagne actuelle beaucoup plus large qui est menée toujours par les réseaux de Georges Soros et notamment par l'ONG Amnesty International financé par Soros et par le journal Le Monde Afrique financé par Soros et Bill Gates à Paris. De quoi s'agit-il? Il s'agit de présenter la Guinée équatoriale comme une dictature, comme un État violent qui viole les droits humains. Et en fait, il s'agit de saboter les élections présidentielles qui sont prévues en 2023, au moment où la Guinée équatoriale, le gouvernement, mais aussi avec la participation des associations et des partis légaux de l'opposition équato-guinéenne, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas soi-disant en exil à Londres, à Paris ou à Berlin, eh bien, ils sont en train de dresser la liste électorale et c'est le moment qu'on choisit de saboter, évidemment, ces opérations. Dernière opération, c'est le State Department américain ce jeudi. Il a publié une nouvelle étude, un rapport soi-disant, sur le groupe Wagner
et les opérations de désinformation de la Russie en Afrique. Mais cette fois-ci, à côté de la Centrafrique et du Mali, on a parlé du Cameroun, du Tchad, et on a cité à de nombreuses reprises la Guinée équatoriale comme participant à ces informations. Voilà donc tout ce qui se passe. Maintenant, je vais vous répondre. Le sujet des soi-disant gouvernements anticonstitutionnels, c'est-à-dire les militaires maliens, les militaires guinéens à Conakry et les militaires du Burkina Faso, c'est un sujet qui a été rajouté par Moussa Faki au dernier moment, qui n'était pas prévu dans le sommet. Ce que j'en pense évidemment, c'est qu'il s'agit d'appuyer une fois de plus la diplomatie occidentale, américaine et de l'Union européenne pour déstabiliser les militaires qui ont décidé de prendre en main la situation de leur pays, et en particulier le Mali, qui est allié de l'Algérie et de la Russie. Les deux autres points qui sont à leur bout, désastres humanitaires et le terrorisme, ce sont le résultat de la politique occidentale. Toutes les crises humanitaires en Afrique, elles résultent des opérations de déstabilisation des pays africains dans le cadre de ce qu'on a appelé le printemps africain et le printemps arabe. Maintenant, le terrorisme, il résulte aussi des mêmes opérations. En 2013, le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov a dit qu'on ne pouvait pas installer les terroristes au pouvoir à Tripoli et prétendre les combattre au Mali. C'est ce qui se passe. On a développé, les Occidentaux, des scénarios à la libyenne, à la chute de la Jamaïria. On a des scénarios à la libyenne en Centrafrique et au Mali. Depuis la Libye et le Mali, il y a eu une explosion des organisations terroristes qui étaient des petits groupes mafieux en 2010-2011 et qui aujourd'hui sont des grandes organisations transnationales. Dans son livre « Une guerre perdue de la France au Sahel », l'expert français Marc-Antoine Pérouse de Monclos explique le résultat et la réalité de cette expansion du djihadisme. Justement, pour commencer, pour combattre les désastres humanitaires et combattre le terrorisme, il faut que les Africains prennent en main leur destin, construisent leur propre organisation et arrêtent de s'en remettre aux Occidentaux. Le président de la Commission de l'Union africaine, j'y arrive finalement, a parlé de gouvernement anticonstitutionnel. Alors, à quel pays, selon lui, fait-il allusion? Ok. Bon, Monsieur bonsoir une fois de plus. Oui, je vous reçois. Bonsoir une fois de plus à vous. Vous savez à quel pays il fait allusion? Sans doute au Mali, au Burkina et à la Guinée. Maintenant, ce sont les seuls pays qui sont dans cette condition. Moussa Faki de l'Union africaine qui a sans doute rajouté ces points à l'ordre du jour. Mais son pays là, il y a un président qui est ici, qui est à la tête d'une dynastie et qui a fait un coup d'État. Qui a fait un coup d'État est très grave, c'est son père qui est mort. Pendant qu'il n'a même pas terminé, pendant que son père n'était pas encore, n'avait pas encore atteint son dernier demeure, lui il était déjà au trône. C'est pas ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, bien en Guinée. Regardez, il y a combien de pays, changement anticonstitutionnel. Mais la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, c'est pas ce qui se passe là-bas. Pour elle, il n'y a que des pays qui n'obéissent pas. En tout cas, par exemple, c'est le Mali qui est principalement ciblé. Puisque le Mali n'obéit pas aujourd'hui à la politique occidentale, donc c'est le pays qu'il faut mettre à la barre à toutes les occasions. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce sommet de l'Union africaine là, c'est du folklore. Du folklore, je le répète. Ils font gaspiller les maigres ressources. C'est-à-dire les Occidentaux ont tellement pillé les ressources d'Afrique. Les restants, au lieu de travailler avec,
ils se servent de cela pour prendre des avions, aller se retrouver dans un sommet. Mais qui d'entre eux est libre là? Les chefs d'État libres là, ou bien souverains, mais on peut compter ça au bout des doigts. Il n'y a que quelques pays. Vous allez compter peut-être l'Algérie, l'Afrique du Sud, quelques pays. Tous les autres là, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et autres, le Sénégal, ce sont des pays qui sont à la solde. Nous le savons tous. Mais comment? C'est comme des employés qui se retrouvent sans leurs employeurs. Mais quelles décisions ils vont prendre? Toi, tu es employé d'une autre multinationale, l'autre vient d'une autre multinationale. Mais c'est juste des retrouvailles pour faire des dîners, prendre des photos. Sinon, s'il y a le sommet de l'Union africaine, on doit traiter les problèmes de fond de l'Afrique. Quel est le seul problème de fond qui est traité en Afrique? Au lieu de parler des changements anticonstitutionnels là, mais il faut parler des causes des changements anticonstitutionnels, puisque la constitution là, elle est unique à chaque pays. Chaque pays a sa constitution. Il n'y a pas une constitution générale pour toute l'Afrique. Ça n'existe pas. Dans ce cas, de quoi l'Afrique se mêle? S'il n'y a pas une constitution générale qui englobe toute l'Afrique, de quoi l'Afrique se mêle là? C'est chaque État qui doit régler son cas de changement anticonstitutionnel. Ce n'est pas aux autres d'aller se retrouver. Ceux qui se retrouvent là-bas, même c'est des présidents qu'on croit qui sont vraiment des patriotes et autres là. On connaît comment ils sont arrivés au pouvoir. Beaucoup, ils étaient à la tête des rébellions. Beaucoup ont fait des coups d'État. Et ensuite, ils ont essayé de légitimer. Coup d'État, même coup d'État là, ces mots-là, cette expression-là, elle est française. C'est quoi même dans nos langues locales? C'est juste une prise de pouvoir. Si l'autre pouvoir échoue là, on peut prendre le pouvoir pour mieux faire. C'est quoi? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Ensuite, le problème de fond de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons affaire à un problème entre la RD Congo et le Rwanda. Pourquoi ne pas inscrire ça à l'ordre du jour? Ils ont peur de Kagame, puisque c'est l'ami des Israéliens et des Américains. Pourquoi ne pas inscrire ça à l'ordre du jour? Ensuite, vous avez le bras de fer Mali-CEDEAO. Mais pourquoi ne pas trancher? Pourquoi ne pas dire à la CEDEAO d'accepter le verdict, en tout cas la décision de la justice qui est là? Mais ça n'a pas été fait. Les textes sont violés par les États de la CEDEAO et rien ne fait. On se retrouve au sommet et personne n'en parle. Mais c'est grave ce qui se passe. Il y a un bras de fer entre le Mali et la France. Entre le Mali et la France. On se retrouve en sommet, on n'en parle pas. C'est comme tout va bien. Au même moment, toute l'Union européenne est en train de soutenir la France. On se retrouve, au lieu que l'Union africaine fasse au moins un communiqué pour dire que nous soutenons notre pays frère, le Mali, ils ne le font pas. Ils essayent davantage d'enfoncer le Mali. Oh mon Dieu, c'est très grave. Hein? Et si les humains savent qu'ils ne sont pas éternels sur terre. C'est surprenant ces gens. Et ensuite, le Tchad même là. Mais il y a tellement de problèmes là-bas. L'Ukraine, les Occidentaux ont donné en quelques mois de guerre, de février à aujourd'hui, mois de mai, les Occidentaux ont financé l'Ukraine à hauteur de plus de 64 milliards de dollars. Plus de 10 fois le budget du Tchad, le budget annuel du Tchad. On a doté, on a octroyé ça à l'Ukraine en moins de 6 mois. Je vous dis en 4 mois. En 4 mois, plus de 10 fois le budget du Tchad. Et ils viennent s'asseoir, ils sont dans des formules, je sais pas, dans des formules magiques, dans des formules sorcières façon là, anticonstitutionnelles. Ça veut dire quoi ces gros mots même? Qui nous sortent de cela? On n'est pas là parce qu'ils portent cravate, ils oublient qu'ils se croient comme des blancs d'Afrique. Mais c'est surprenant. Hein? On dit, il y a l'Union africaine, moi je serais content si l'Union africaine pouvait au moins faire un procès de la déstabilisation de la Libye. Parce que nous vivons là, ce sont les conséquences de la déstabilisation de la Libye. Quelques pays ont traversé la Méditerranée, venir foutre le bordel en Afrique, faire des orphelins, des veuves partout, détruire nos économies. Parce qu'aujourd'hui, nous payons cher dans le budget de guerre. L'Ukraine est soutenue dans son budget de guerre. Mais nous payons cher dans le budget de guerre et le Mali est encore de surcroît sanctionné pendant que nous soutenons encore les efforts de la guerre. L'Union africaine n'en parle pas. Il n'y a pas d'aide de la part de l'Union africaine. Où c'est toute cette solidarité africaine? Vraiment, je tire mon chapeau à Afrique Média, au Cameroun qui a permis l'implantation de tels médias, qui nous permet en tout cas de nous libérer, de dire ce que nous avons sur nos cœurs. Moi, je pensais, une fois de plus, vous savez, moi, j'ai beaucoup de points à l'ordre du jour. Hein.
contrairement à Moussa Faki, les dédommagements de l'Afrique pour cause de l'esclavage. Il n'en est pas question. Ça fait 4 siècles, on a été vendu comme du bétail. L'Union africaine, il n'y aura pas de procès pour cela. Il n'y a pas de dédommagement. Nous autres, l'Afrique ne mérite pas quelque chose en échange, puisque l'Occident, si aujourd'hui l'Occident est une puissance industrielle et haute, c'est parce que nous avons été vendus comme du bétail. C'est parce qu'on a pillé les ressources de l'Afrique. Les fers et autres, là, ils en ont fait le métro. Ils ont développé leur transport. Ils ont fait des chars de combat, des voitures. Tout ce que vous voyez là, ils prennent nos fers à 0 francs, ils vont faire des voitures pour venir nous vendre ça, je ne sais pas à combien de millions. Nous, on ne mérite rien comme dédommagement. Ça ne dérange pas les cravatés de l'Union africaine. Ça ne leur dit rien. La colonisation, pas de dédommagement, pas un mot. Les génocides que l'Occident a fait faire en Afrique, il y a eu beaucoup de génocides. On parle peut-être du cas du Rwanda et autres. Il y a eu beaucoup de génocides. Après, chaque pays africain a connu son lot de génocides de la part de ces gens. Il n'y a rien, pas un mot. Ok. Et toutes ces guerres raciales, parce qu'aujourd'hui l'Europe crie, elle dit qu'elle est surprise de voir une guerre à la porte de l'Europe, une guerre en Europe, qu'elle s'est dit jamais vue. Donc tant que les guerres se jouent en Asie, en Afrique, tant qu'il y a guerre en Afrique, là l'Europe n'a rien à craindre. Ce ne sont pas des humains qui meurent. Ça veut dire que les guerres qu'ils font aux autres là, c'est des guerres, c'est des raisons raciales. Peu importe ce qu'ils vont évoquer, mais c'est des raisons raciales tout simplement. Donc, les pays africains sont bons à subir des guerres, des génocides, mais l'Ukraine ne doit pas en subir. Mais c'est grave, l'Union africaine ne dit rien. Aucune politique pour protéger l'Afrique, aucune politique pour se soulever, se rebeller, se révolter, s'assumer contre la déstabilisation de l'Afrique. Aucun mot. Comment protéger l'Afrique? Comment protéger les Noirs dans le monde? On a vu comment les étudiants noirs ont été maltraités en Ukraine. Nous voyons comment nos frères noirs sont assassinés au Brésil, en Amérique, un peu partout, en Europe, comment ils sont enfermés. L'Union africaine ne dit pas un mot de cela. Comment les enfants africains meurent dans la Méditerranée? Il n'y a pas un seul mot. Ils ne vont pas mettre en place une patrouille des navires africains pour empêcher que cela n'arrive. Il n'y a rien. On ne traite pas les causes. Voici un ensemble de médecins, des soi-disant médecins, qui veulent soigner les conséquences peut-être d'une maladie, d'une crise, mais ils ne veulent jamais aller à la source. Or, ils savent que ceux qui les financent là, ce sont eux qui sont à la source, la cause. Madame, j'ai tellement à dire sur cette question, mais vu le nombre, en tout cas, de mes frères panélistes et autres, j'ai fait économie de ces débats. Je pense que nous aurons le temps de revenir là-dessus. C'est une déception, c'est du folklore, qu'ils arrêtent de se mentir à eux-mêmes. Je pouvais comprendre, c'est seulement là, ils pouvaient même le faire, ils pouvaient le faire en visioconférence. Ça allait être mieux. Ils sont allés gaspiller une fois de plus les maigres ressources de nos États. Parce que nous avons été appauvris. Nous sommes sur une mine d'or, mais nous n'avons rien. Merci, madame. Pour ce premier jet d'intervention, alors, monsieur Samia Youmbi, le continent africain ne peut survivre à l'état actuel. Il s'agit là d'une déclaration forte du commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, paix et sécurité. Selon vous, s'agit-il d'une déclaration mesurée ou alors d'une déclaration abusive de la part du commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, sécurité et paix? Très abusif parce que le commissaire lui-même vient de lisser les volontés et les valeurs des peuples africains. Parce qu'en face, nous nous rendons tout simplement compte que l'Afrique a un seul grand et unique problème, sa dignité. Donc si vous ne pouvez pas, si vous pouvez présenter la dignité africaine, ça veut dire que vous avez résolu tout le problème du peuple africain. Si déjà vous bafouez la dignité africaine, ça veut dire qu'on peut avoir des démarches un peu tordues comme celle-là, parce qu'on a besoin tout simplement de venir face à une conférence fair play. Cette conférence, ce double sommet extraordinaire, nous disons bien double sommet extraordinaire, dont tout le grand continent
qui aujourd'hui est en phase avec des problèmes au sein du continent, problème crucial que nous débattons tous les jours, dont les peuples souverains sortent chaque jour, 24 sur 24, 7 sur 7, le mois, depuis une décennie, et l'apothéose c'est sur le problème du Mali. Nous avons cru quelque part que ce double sommet extraordinaire devait venir aujourd'hui donner de l'apothéose, apporter un soutien déterminant et radical pour la lutte dont les peuples africains ont besoin de leur dignité, comme je disais tantôt, et nous ne sommes pas face à cette réalité dont nous nous rendons tout simplement encore compte que ces hommes d'État africains, représentants qui sont nos représentants auprès de cette institution de l'Union africaine, ils représentent que leurs intérêts. Voilà pourquoi les peuples souverains, des communautés des peuples, nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes sur les plateaux de télévision, nous devions continuer notre combat, parce que ce combat que nous sommes en train de gagner aujourd'hui, c'est grâce à notre détermination des peuples qui voulons tous notre dignité, la souveraineté de notre dignité, qui est en train de donner des résultats tels que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Mali, tels que nous avions vu comment les peuples algériens, dans leurs orgueils, ont donné leur détermination à rendre l'Algérie fière, et que l'Algérie aujourd'hui est un peuple fier, digne de sa dignité, sur sa souveraineté. Aujourd'hui, nous devions faire pareil aussi au niveau de tout le Grand Sahel, pour qu'enfin, ce qui se passe comme stabilité dans le sens de responsabilité et de dignité dans la CEMAC, que ça soit une apothéose, sans compter sur ces hommes qui ont les salaires payés par des Occidentaux, qui ont des logements payés par des Occidentaux, qui ont des prises en charge payées par les Occidentaux. Qu'est-ce que vous attendiez de ceux-là qui viennent nous raconter quoi, qui viennent défendre nos intérêts? Il est inadmissible, car vous venez défendre l'intérêt de ceux-là, de ces Africains. Je vous licencie tout de suite. Je vous licencie tout de suite dans votre démarche. Parce que dans la logique que nous sommes en face aujourd'hui, nous sommes dans une logique de guerre. Nous sommes dans une logique où c'est le plus offrant qui doit gagner. Et le plus offrant, c'est qui? Ce sont les Occidentaux. Comme vous l'avez si bien dit quelque part, qu'il y a eu une démarche où il y a 140 millions de dollars qui sont prêts de dons. Est-ce que nous sommes encore des pays, l'Afrique doit... 140 millions, c'est rien. Sur, pardon? 140 millions sur 14 milliards. 140 millions sur 14 milliards. Donc ça veut dire 140 millions, c'est la fortune d'un Africain. Un seul Africain a les 140 millions de dollars. Il faut dire que si on prend ça pour départager ça au grand continent, combien allons-nous recevoir quand nous sommes ceux-là qui sont assis sur toutes les ressources naturelles du monde, sur toutes les ressources naturelles que tous les pays industriels en ont besoin. 140 millions, c'est se foutre de notre gueule. Et aujourd'hui, nous pensons encore que le président de la commission, de cette commission, et que monsieur lui-même, monsieur Faki, celui-là que nous avions vu comment le maréchal, paix à son âme, a fait le lobbying partout en Afrique pour le présenter comme son postulant qui était un panafricain convaincu qui allait défendre les intérêts de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes tout simplement dessus avec les propos tenus par Madame Linda Ladaoui, qui est dans son passé, dans son passé que nous n'allons pas rentrer dedans, mais quelque part que dans son comportement a affiché face à ce double sommet extraordinaire à Malabo, nous avions pensé que c'était un moment, comme nous avions vu le président de la commission, monsieur Macky Sall, dans une interview avec Afrimedia, qui était déterminé et qui est déterminé à dire comme quoi l'Afrique ne doit plus se posturer en arrière. L'Afrique doit aller
du gagnant-gagnant avec les pays occidentaux. Aujourd'hui, nous pouvons savoir tout simplement qu'il y a deux fronts dans l'Union africaine. Il y a ceux qui sont encore ceux-là qui attendent encore tout de l'Europe. Il y a ceux-là comme Macky Sall qui sont en train de démontrer, de prendre la place dont monsieur le feu maréchal Idriss Déby avait pris ce leadership au niveau de l'Afrique en tant que jeune pour dire nous allons soutenir toute la jeunesse panafricaine dans sa démarche pour qu'enfin cette sens de responsabilité dans notre dignité soit un atout majeur pour qu'en face tout puisse être renégocié face aux Occidentaux, parce qu'aujourd'hui, quand on nous vient nous raconter, par exemple, de changements anticonstitutionnels, quel est le but de ces changements anticonstitutionnels? Ce sont des peuples, parce qu'on a voulu viser comme ça, indexer comme ça le Mali, mais ce sont les peuples en ce dernier temps qui ont demandé à l'armée de venir prendre le pouvoir, et que l'armée, elle aussi, elle doit changer les constitutions dans le cas où un changement de constitution est valable pour l'intérêt général de la nation, pour l'intérêt général des peuples. C'est normal qu'on change la constitution. Nous avions vu ce qui s'est passé en Russie, comment le Parlement a changé la constitution. Nous avions vu au Cameroun même comment le Parlement camerounais, pour des intérêts vitaux, les intérêts de la nation, la stabilité, pour les projections dont la vision le chef de l'État avait pour un Cameroun meilleur, pour son émergence, la constitution était changée. Nous avions vu en Chine comment on a changé la constitution. Les constitutions se changent selon les cas par cas dans chaque pays, parce qu'il n'y a pas de constitution universelle dans le monde, comme le disait encore le jeune le panéliste depuis le Mali. Donc aujourd'hui, Issa Diawara. Donc, et aujourd'hui, tous ceux qui viennent encore se rabattre derrière le changement de constitution, ils doivent mettre en règle que les peuples aujourd'hui sont ceux-là qui sont déterminés à leur souveraineté. Ce n'est plus les hommes politiques comme ceux que nous avions vus aujourd'hui dans ce double sommet extraordinaire qui n'a accouché qu'une souris, et que nous apprécions tout simplement le débat qui a été posé, comme sur le terrorisme, qui prend un effet de remettre à tous les gouvernants, à tous les États, de prendre la responsabilité pour mettre eux-mêmes sur pied une armée forte, solide et professionnelle pour les intérêts de la nation et des peuples et de leurs biens. Et quelque part, aujourd'hui, ceux-là qui parlent des changements anticonstitutionnels, c'est ceux-là, quelque part, qui sont mandatés par ces colons qui veulent à tout prix nous tordre encore, nous ramener 50 ans en arrière, ou bien que c'est les peuples aujourd'hui qui ont demandé à ces États-là de changer les constitutions pour pouvoir les réadapter. Parce que si on n'avait pas changé la constitution au Mali, comment avons-nous pu faire pour trouver que les accords militaires de défense entre la France et le Mali étaient des accords fictifs? Donc il fallait changer il faut changer cette constitution pour enfin quelque part rétablir la stabilité sur les accords de défense, sur les accords militaires entre la France, le Mali et certains pays amis aujourd'hui, pour à l'intérêt général de ces pays et surtout des populations. Donc aujourd'hui, nous sommes que tout simplement surpris de voir qu'un président de cette commission puisse pouvoir venir faire un discours qui n'est pas approprié face aux circonstances atténuantes qui sont le débat qui sont aujourd'hui posés sur le plateau partout en Afrique. Et il convient de souligner, M. Samia Youmbi, chers invités, il convient de souligner que nos correspondants, les correspondants d'Afrique Média, se trouvent actuellement en Guinée équatoriale, précisément à Malabo, pour le deuxième sommet, justement, qui était axé sur la lutte contre le terrorisme, mais également les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et on précise que c'est les résolutions qui ont été prises lors de cette deuxième phase de sommet extraordinaire. Les résolutions seront décryptées, analysées sur nos plateaux, dans le cadre des différents programmes de la télévision panafricaine. J'y arrive finalement. Guy Fondop et nos différents experts, à l'instar de TAF François Bikoro, nous apporteront quelques éléments de langage, mais également présentés de façon
minutieuse les résolutions qui ont été prises dans le cadre de ce double sommet extraordinaire en Guinée équatoriale, précisément à Malabo. Alors, Monsieur André Christelle Fanga, que doivent attendre les Africains de ce double sommet extraordinaire de l'Union africaine? Tout ce que l'Union africaine organise est nul et de nul effet. Parce qu'elle ne représente plus la volonté des Africains. Si un seul instant, l'Union africaine organise des sommets extraordinaires et que des résolutions n'aident pas le continent à sortir de sa précarité, n'aident pas le continent à sortir de la pauvreté, de sortir dans cette situation alambiquée où nous nous trouvons, alors ça ne sert à rien. Vous savez, on parle de changements anticonstitutionnels. On a eu un État et il y a eu un jeune, l'un des plus grands criminels du XXIe siècle qu'on appelle Kimbafori Soro-Guillaume. Je dis bien le jeune, le plus grand criminel du XXIe siècle de sa génération, Kimbafori Soro-Guillaume. Qu'on a fait de lui un très grand leader qui est devenu Premier ministre, qui est devenu président de l'Assemblée nationale, avec son comparse, appelé M. Alassane Dramane Ouattara, qui ont été divinisés comme des démocrates, comme des gens qui ont réussi leur carrière politique. Donc, on réussit une carrière politique en marchant sur des cadavres, mais M. Faki Mahamat n'a pas vu ça, ne parle pas de gouvernement anticonstitutionnel. D'ailleurs, même le troisième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara a encore plongé les Ivoiriens, a envoyé des Ivoiriens dans la tombe. Quand nous parlons de ça, quand on parle des gouvernements anticonstitutionnels, des changements anticonstitutionnels, est-ce que M. Faki Mahamat et l'Union africaine font référence au Mali, au Burkina Faso, au Niger, à la Guinée-Conakry seulement? Et d'ailleurs même que les cas de la Guinée-Conakry ne les intéressent pas beaucoup. Les cas de Burkina Faso ne les intéressent pas beaucoup. Les cas du Tchad ne les intéressent pas beaucoup. Les autres cas ne les intéressent pas beaucoup. Le seul cas qui les intéresse le plus, c'est le Mali. Et pourquoi seulement le Mali? Pourquoi seulement cet État? Je crois qu'à la deuxième dorsale de notre débat, nous allons entrer en profondeur pour dire certaines choses là-dessus. Mais nous restons focalisés en demandant que... Vous dites qu'on a besoin de l'argent des pays donateurs. Vous les avez réunis, ces petits blancs-là, dans la salle, pour venir nous dire qu'on donne 144 ou 100. Ça représente quoi? Mais prenons l'exemple, l'Ukraine a eu des problèmes. On a cotisé 7 milliards de dollars en 2 jours pour l'Ukraine, sans compter l'appui logistique, les armes et tout le reste. Aujourd'hui, nous sommes à 64 milliards de dollars. Mais écoutez, est-ce qu'on est sérieux là? Vous parlez de terrorisme en Afrique, mais qui ont créé le terrorisme? Ce n'est pas le nabo de Sarkozy qui est venu détruire la Libye et qui a ouvert grandement les frontières du Sahel aux terroristes. Les armes de la Libye sont parties où? Ça a été distribué parce que la Libye était fortement armée. La Libye, toutes les armes de la Jamaria ont été distribuées aux mains des terroristes. Et c'est ces terroristes-là qu'on a transportés à les déposer dans le Sahel. C'est ces terroristes-là qu'on a déployés un peu de partout pour dire que, bon, ok, vous allez faire maintenant nos affaires. Écoutez, soyons sérieux. On ne peut pas combattre l'ennemi alors que l'ennemi est en face de nous. C'est l'ancien premier ministre israélien qui disait, si vous avez pour ami la France, ne cherchez pas votre ennemi loin. Votre ennemi est devant vous. C'est celui qui se prend pour votre ami. Donc, chers Africains, nous n'avons rien à attendre de l'Union africaine. Commençons à réfléchir comment nous allons créer une nouvelle institution. C'est ça notre objectif. Cette nouvelle génération, c'est de mettre à plat ces institutions bidons, c'est-à-dire ces institutions sous-régionales qui ne valent absolument rien. On prend par exemple la CEMAC, on prend la CEDEAO, on prend la SADC, on prend toutes ces institutions-là sous-régionales qui ne valent absolument rien. On les emballe et on les jette à la poubelle. On prend l'Union africaine qui est la conséquence, n'est-ce pas, du contrat du bloc
je crois que c'était le bloc de Morovia, le bloc marocain et le bloc de Morovia, qui se battaient pour justement la création de l'Union africaine. Donc, c'est le bloc qui a gagné, c'est-à-dire le bloc pro-occidental qui a gagné, au Houphouët-Boigny et tout le reste, là, avec Hassan II et tout le reste, qui ont gagné le combat, n'est-ce pas, avec l'appui et la bénédiction de l'Occident, pour créer cette Union africaine, cette version Union européenne amoindrie, n'est-ce pas, qui, quand nous allons arriver au pouvoir, c'est-à-dire quand nous allons prendre le pouvoir avec le gouvernement anticonstitutionnel, n'est-ce pas, parce que dans tous les pays là, nous allons créer des... si c'est les changements anticonstitutionnels qui marchent, nous allons les créer un peu de partout, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir la rupture avec les constitutions occidentales. Parce que ces constitutions que nous avons ne sont que la pâle copie. D'ailleurs, même Idriss Déby, le maréchal, père son homme qui est mort, vous avez dit, vous avez expliqué que ce n'est pas moi qui ai voulu changer la constitution. C'est vous, la France. Et c'était au micro de France 24 de RFI, qui avait dit, c'est vous qui m'avez envoyé des experts pour venir changer la constitution de mon pays. Mais on ne voit pas ça, on ne parle pas de ça. Mais on voit seulement les changements constitutionnels. Quand c'est au Mali, c'est le Mali qui décide de prendre les choses en main. Quand c'est le peuple malien qui décide de prendre les choses en main, c'est ce qui va se passer dans tous les États africains qui ne veulent pas fonctionner selon les directives des peuples, la volonté des peuples africains. Alors, monsieur Luc Michel, les urgences présentées au cœur des débats dans le cadre de ce double sommet extraordinaire de l'Union africaine trahissent-elles un réveil des chefs d'État? Monsieur Luc Michel, vous avez la parole. Oui, je ne saisis pas votre question parce que je n'ai pas entendu le début. Les urgences qui ont été présentées ou alors déposées sur la table des débats trahissent-elles un réveil de la part des chefs d'État? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit sur ce plateau précédemment. Il y a des chefs d'État qui veulent faire avancer l'Afrique. C'est le cas particulier de Obiang-Nema Bassongo en Guinée équatoriale. Ce n'est pas un hasard si ce sommet se déroule chez lui, mais c'est également la réalité d'un certain nombre de présidents, dont également on l'a souligné sur ce plateau Macky Sall. Je vous informe que Macky Sall sera dans quelques jours d'ailleurs en visite à Moscou à l'invitation de Vladimir Poutine. Mais à côté de ça, il y a l'Union africaine, qui est une organisation que Lénine appelait Comprador. Les Compradors, c'était la bourgeoisie chinoise de Macao, qui avait cédé le pouvoir politique aux colons portugais pour conserver un fantôme de pouvoir économique. C'est exactement de ça qu'il s'agit avec l'Union africaine. On a copié l'Union européenne. On est financé certaines institutions à 84% par l'Union européenne. Tous les plans de refinancement n'ont pas marché. Il faut arrêter avec cela. L'organisation de l'Union africaine a échoué. Elle a été remplacée par Muammar Kadhafi, par l'Union africaine. Mais depuis la mort et la destruction de la Jabhara libyenne et la mort du guide libyen, l'Union africaine n'est plus qu'un fantôme de ce que Muammar Kadhafi voulait en faire. Le dernier qui essayait de la revitaliser, c'était le maréchal Idriss Déby Itno, avec son projet d'armée de transposition panafricaine avec le Cameroun, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, le Tchad, etc. De tout cela, il ne reste rien. Il est temps de songer aujourd'hui à une troisième Union africaine, celle qui corresponde véritablement à l'indépendance des pays africains et à l'Union panafricaine des 54 États, depuis la Méditerranée jusqu'au Cap. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, on n'arrivera à rien. Vous savez, j'ai assisté au sommet de l'Union africaine 2018 à Addis Abeba avec une équipe d'Afrique Média. On a à ce sommet présenté un plan d'émergence 2063. Notez que c'est toujours très loin. 2063, au moment où les Américains prévoient de tenir une guerre mondiale en 2050, s'imaginer que ça arrivera un jour, c'est des illusions. Le plan de cette émergence 2023, elle a été confiée à des think tanks américains, que s'il n'y avait pas des think tanks en Afrique capables de le faire.
Pas une seule fois dans ce volumineux rapport, on ne trouve le mot géopolitique. Or, la géopolitique, c'est la science du XXIe siècle. C'est celle qui rythme aujourd'hui, que ce soit les projets américains, les projets russes, les projets chinois. S'imaginer qu'on construira une indépendance africaine en singeant l'Union européenne, qui elle-même est un projet géopolitique borné, eh bien, l'Afrique est bien mal partie. Merci, Monsieur Luc Michel, pour cette intervention. Alors, Madame Linda Labaoui, les questions liées au terrorisme et au gouvernement anticonstitutionnel. Alors, face à ces différentes gangrènes qui ont été présentées, quelles nouvelles approches stratégiques pour l'anéantissement? Il y a l'Algérie qui dit de fichiers. Hein. Je pense que les plus grosses archives, c'est l'Algérie qui les détient. Justement, je vais corriger quelque chose. Le terrorisme n'est pas venu par la Libye. Le terrorisme est venu par le Soudan et le Tchad. Il s'avère que dans les années 80, des groupes terroristes allaient s'entraîner au Tchad et au Soudan. Donc, Moussa Faki, il a qu'à réfléchir déjà à ça et nous dire pourquoi son pays a formé des terroristes. Et à l'époque, il y avait un diplomate algérien qui justement recrutait à travers la Libye pour les envoyer au Soudan ou au Tchad, et après il rejoignait l'Afghanistan. Ce qu'on a appelé nous les Algériens après les Afghans quand ils sont revenus en Algérie, et ils ont formé le GIA, ils ont déclenché tout ce qui était meurtre, assassinat et le terrorisme qu'on a connu pendant la décennie noire. Donc, cet homme-là, ce diplomate, qui a fui en 95 à Londres, en passant par l'Europe, je sais plus quel pays européen, et il est parti à Londres, il est toujours là-bas, il est toujours actif. Et il est en lien avec tout ce qui est dans le Sahel. Le dernier groupe terroriste qui a été attrapé en Algérie, et même dans le Mali, ils ont un lien entre deux, nord de l'Algérie et dans le nord du Mali. C'est cet homme-là qui fait la jonction entre les deux groupes. Et ces groupes-là, leur racine, c'est le Tchad et le Soudan. Ce n'est pas la Libye. Ceux qui sont venus par la Libye, ils étaient ailleurs et on les a ramenés en Libye. Donc ça, c'est pour corriger un petit peu l'histoire du terrorisme, parce que c'est ma spécialité tout ça. Par rapport au terrorisme en Afrique, encore une fois, l'importance, c'est pas de savoir comment on peut combattre, qui les finance. Nous, on sait moi je sais qu'il les finance. Mais c'est des sujets qu'il faut travailler. Par qui ils sont financés? Surtout qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite plus les Émirats arabes, ils sont à la guerre justement de toutes ces cellules qui sont un peu partout en Europe, et surtout la Turquie. La Turquie a négocié avec l'Égypte pour redonner à tout le monde, tous les terroristes, et la Turquie est en train de prendre un autre tournant. Elle se rapproche de la Russie, et elle ne veut plus avoir à ces groupes-là. Donc elle est en train de faire le vide, même les journalistes, elle a fermé les chaînes de télévision, tout ça. Quelques-uns sont partis à Londres, c'est là où se cache le fief des terroristes, soutenu bien sûr par la France, on transite toujours par la France. Ce qui était anciennement le GIA, donc ça a été le FIDA, ils sont en France. Et tout ça, ils gèrent ce qui se passe en Afrique. Donc, à Moussa Faki de nous expliquer comment se fait-il que des dossiers, nous les avons, et nous savons très bien comment ils agissent. L'Algérie communique très très bien avec le Mali pour nettoyer le Sahel. La surprise qu'on risque d'avoir incessamment sous peu, c'est le Niger. Ils ont la pression de l'Algérie, donc la politique du Niger risque de changer rapidement. Surtout après les 2 voyages du président algérien en Turquie et en Italie. Il y a pas mal d'accords qui ont été signés. Un sujet qui a été abordé, c'est la Tunisie, la situation en Tunisie qu'on veut déstabiliser
et les combats et le Daesh qui est revenu en Libye. Donc ces deux sujets ont été abordés, mais le sujet malien a été abordé par Monsieur Lavrov quand il était en Algérie, quand il a parlé de l'Afrique. Voilà, ça c'est important de le souligner aussi. Donc tout ce qu'on est en train d'activer comme cellule en ce moment, soit pour qu'il y ait du terrorisme ou pour qu'il y ait des attaques ou déstabiliser le Mali, ou ça rime à rien du tout, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de nettoyer l'Afrique et on va y arriver. On va y arriver tout doucement. Une chose qu'il faut que j'explique par rapport au Mali, pourquoi on s'acharne sur le Mali. Si on prend la personne de monsieur Assimi Goïta, cet homme-là a prouvé à tous ces chefs d'État vassaux qu'on n'a pas besoin de la France pour être protégé. Il suffit d'être élu par le peuple, d'être soutenu par le peuple. Exactement, on reviendra. Madame Linda Labaoui, on reviendra à coup sûr dans le cadre de la deuxième thématique prévue à l'ordre du jour ce soir sur le Mali. Mais à présent, nous allons clôturer justement cette première thématique consacrée au double sommet extraordinaire de l'Union africaine. Alors, Monsieur Issa Diawara, nous refermons ce premier sujet. Alors, selon vous, que doivent attendre les Africains de ce double sommet? En quelques mots. Les Africains n'ont rien à attendre de ce double sommet. Les Africains ont seulement des leçons à tirer de ce double sommet. Quelles leçons? C'est-à-dire comment mettre en place un sommet véritable, un sommet réel, un sommet qui puisse répondre aux aspirations du continent africain. Un sommet avec un agenda africain. Donc, ce sommet qui vient d'avoir lieu, en réalité, les Africains n'ont rien à attendre de cela. Et je n'ai pas connaissance qu'il y ait même des résolutions contraignantes qui sont ici de ce sommet. Donc c'est un sommet de trop, c'est un sommet comme les autres sommets. L'Afrique n'a pas grand chose à attendre de ce sommet. Je pense qu'on doit vaguer à autre chose. Merci. Intervention qui mettait le point final à cette première thématique.